Merci beaucoup. Je suis venu à Dakar vous parler d'un problème qui n'a cessé de me préoccuper depuis environ 7 ou 8 ans. Celui de Boko Haram. Si Boko Haram fait aujourd'hui l'objet de l'actualité, moi je me suis senti concerné il y a déjà 7-8 ans avec les prémices de Boko Haram. Donc je suis venu instaurer un échange avec vous pour essayer, comme je le dis, je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi cette organisation, pourquoi tous ces morts, pourquoi les capacités des États et pourquoi cette espèce de nos sociétés qui baissent les bras devant ce phénomène. Alors, mon exposé va être organisé autour de 2 points. Dans la première partie, je vais vous parler de Boko Haram, sa doctrine, ses modes de recrutement, la façon où elle forme, les raisons pour lesquelles les gens y adhèrent. Et dans un deuxième temps, je vais faire de la provocation en vous disant que les États qui prétendent lutter contre les groupes djihadistes ont des limites. Et que ces limites ne nous arrangent pas et doivent nous appeler à trouver d'autres solutions, d'autres alternatives, auxquelles moi j'y crois, en reprenant tout à l'heure l'utopie de Madame Touré. Moi aussi, je suis partisan du dialogue avec les organisations armées djihadistes. Je suis concerné pourquoi? Parce que je crois, et il ne ressort pas assez dans nos analyses, que au moins au niveau des États du Sahel, nous vivons dans des États fragiles ou faillis. C'est-à-dire des États qui n'ont plus la capacité de répondre aux attentes de nos populations en matière des besoins économiques, éducatifs, sanitaires, culturels et autres. Mais ils sont là, avec leur manière de nous gérer, qui souvent ne correspond même plus à ce que nous souhaitons. Pourquoi, à ce qui concerne le Tchad, sur au moins 4-5 ans, je suis conseiller et animateur d'un centre culturel chargé du dialogue interreligieux. Nous avons tenté de faire des statistiques des enfants qui quittent le Tchad en direction du Borno State pour leur formation dans les écoles coraniques. Nous avons obtenu à peu près entre 3000 et 3500 enfants qui quittent chaque année le Tchad pour Maïkouli, pour les écoles coraniques. Alors si vous prenez cela 3500 sur 4 ou 5 ans, vous voyez que vous vous trouvez avec 15 000 enfants dont on se pose la question comment ils sont formés et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Il n'y a pas de réponse de la part de nos États. Deuxième chose, quand il y a eu les premières implantations de Boko Haram au bord du lac Tchad et dans certaines grandes villes du Tchad, on les a trouvés comme des gens parfaitement normaux. C'était des commerçants, des agriculteurs, des gens sympathiques. Puis quelques années après, ils ont commencé à créer des structures d'encadrement de femmes, de jeunes, de formation. Et tout ça, l'État a regardé faire comme si ce n'était pas important. Puis après, une partie de l'élite de l'État s'est mise à faire des affaires avec Boko Haram, allant jusqu'à vendre des armes à Boko Haram.
Et vous savez très bien qu'entre le Cameroun, le Nigeria et le Tchad, il y a une espèce de no man's land qui est devenu, selon les informations de la CIA, un marché d'armes individuelles d'environ 2 millions, provenant de Somalie, d'Ouganda, de n'importe où, de Libye. 2 millions d'armes individuelles qu'on peut vendre librement. Un Kalachnikov coûte environ entre 20 et 25 000 francs CFA. Oui, donc nous sommes dans un environnement qu'on ne comprend pas. Hein, et pourtant, ça pose de grands problèmes de sécurité. Alors, vous allez m'aider à comprendre pourquoi je suis préoccupé et choqué. Premièrement, Boko Haram, je l'affirme, c'est un mouvement politico-militaire. C'est-à-dire un mouvement qui utilise la méthode de la lutte armée pour conquérir le pouvoir. Il faut que ça soit perçu comme tel pour savoir quelle est sa logique de fonctionnement et son articulation interne. Notre frère de tout à l'heure qui nous faisait l'exposé sur les mouvements religieux du nord Nigeria nous a dit un certain nombre de choses. C'est que dans ce territoire-là, non seulement on a affaire à une population très pauvre, mais une population déscolarisée, donc très analphabète, c'est des limites, et ensuite avec un encadrement depuis les années 70-80 des écoles coraniques financées essentiellement par l'Arabie Saoudite. Donc, Mohamed Youssouf, le fondateur de Boko Haram, est issu de l'une de ces écoles. Il n'est peut-être pas allé à la fin de sa formation pour mériter le titre d'Aïm, mais c'est quelqu'un, c'est un lettré, c'est un arabisant, et il a écrit un livre que les gens ne lisent pas, ou bien qu'on n'a pas pu traduire en français. Le titre en arabe, c'est Aqidatuna. Alors, Aqida, c'est en arabe, ça signifie credo, profession de foi, doctrine. Voilà, enfin, la richesse de la langue arabe permet de traduire un peu toutes ces affinités. Mais que dit Mohamed Youssouf dans ce livre très riche que je vous recommande, ceux qui lisent l'arabe, d'essayer d'avoir en main? Premièrement, il dit qu'il va faire la guerre contre l'État fédéral pour séparer le nord du Nigeria de cet État dit laïque ou bien pro-occidental. Il n'en veut pas. Deuxième chose, il va créer en lieu et place un État musulman. Troisièmement, il va éradiquer la culture occidentale et en particulier les écoles occidentales. Il n'en veut pas. Quatrièmement, il va combattre les apostats, c'est-à-dire tous les musulmans, je devine, tous les musulmans qui ne sont pas d'accord avec lui. Et donc, vous voyez pourquoi l'action de Boko Haram n'a pas visé des chrétiens. Bien sûr, il y a des chrétiens et des églises qui ont été victimes, mais c'est essentiellement dans un milieu de musulmans, un milieu où prédomine l'islam, donc les dégâts de Boko Haram concernent essentiellement les musulmans. Alors, c'est un projet politique, parce qu'il s'agit de construire un État où il faut faire la charia, instaurer la charia. Et donc, c'est un État théocratique. Mais bon sang, un État théocratique, pour nous autres progressistes de gauche, ce n'est pas un État qui nous concerne. Elle ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est un État ultra conservateur. Hein? On lapide les femmes, on coupe les bras,
on fait ceci. Entre parenthèses, la charia se base sur l'école juridique la plus dure des 4 écoles juridiques du sunnisme, c'est le hanbalisme. Et le hanbalisme est appliqué en Arabie Saoudite. Vous savez ce que ça a donné. Et donc, pour nous démocrates, qui aimons la liberté et tout, il ne faut pas réfléchir de midi à quelle heure? 14 heures. Pour trouver une réponse dans la ligne de conduite. Mais je voulais souligner à votre attention et pour toujours les gens qui ont la capacité de lire l'arabe, parce que j'ai poussé ma curiosité plus loin jusqu'à étudier l'arabe littéraire après plus de 50 ans. Donc vraiment vous pouvez faire la même chose que moi pour essayer de comprendre ce que je dis. Les théoriciens des organisations extrémistes violents, il y en a de l'époque classique dont on connaît. Il s'agit de Ibn Taymiyyah, Ibn Hanbal, Abdel Wahhab, pour ne citer que les 3 que les gens auxquels les djihadistes se réfèrent assez souvent. Dans la période moderne, on peut commencer par Mohamed Abdou, par l'Afghani, Saïd Qutb, et puis bien sûr tous les conseillers juridiques de Ben Laden, dont j'ai eu la grande surprise d'en rencontrer au moins 3 dans ma vie. Vous lirez avec profit le titre du livre énoncé par l'intervenant de tout à l'heure, Alain Berthaud, la question de la gestion de la barbarie, par Aboubakar Naji. Je trouve que la traduction n'est pas bien faite, mais on ne peut pas chercher le perfectionnisme dans ce genre de situation. Il faut s'en tenir à ce qui est dit et qui explique très bien comment les organisations djihadistes encadrent les jeunes, les forment militairement et les amènent au combat. Il faut les lire, ces gens-là, parce qu'on a l'impression que les organisations terroristes et violents, là, ils naissent comme ça spontanément. Non, ils ont des concepteurs. Alors, en ce qui concerne Boko Haram, avec Mamadou Youssouf, on a eu à savoir qu'il a ses propres mosquées, ses propres écoles coraniques. Autrement dit, il a ses propres structures de fonctionnement et d'encadrement. Plus tard, quand Aboubakar Shekau va le remplacer, parce que j'ai oublié de vous dire que tous les gens que j'ai cités tout à l'heure comme théoriciens, ils ont eu du mal à partir avec les pouvoirs en place. Ils ont connu la prison, la détention, la pendaison, les machins, tout ça. Et donc, c'est des exemples de martyrs pour tous ceux qui veulent se battre pour le pouvoir d'État. Et donc, ils ont aussi leur sein comme nous. Et il ne faut pas oublier ces genres de démarches dans la psychologie du combattant. Et donc, en ce qui concerne Boko Haram, quand Tchekaou va remplacer Mamadou Youssouf, qui a été tué par l'armée nigérienne, eh bien, Tchekaou va s'entourer d'un certain nombre de conseillers juridiques. Les Sénégalais savent ce que c'est que les oulamas, le pluriel de Ali, qui est le grand théologien, le savant, autorisé à faire l'exégèse du Coran. Je vous rappelle que je ne suis que chrétien, moi. Et donc, vous savez très bien que je ne peux pas rentrer dans les questions internes à l'islam, mais je vous explique une logique sur laquelle moi aussi je me pose beaucoup de questions. Alors, j'ai découvert il y a 1 an que Boko Haram, à travers ses conseillers juridiques, a des relations avec Ansardine, Moujao, Acmi, tout ça. Donc, ce sont des organisations qui fonctionnent par réseau. Vous ne pouvez pas dire que vous combattez Boko Haram sans que Acmi, Moujao, Ansardine ne soient informés. Encore 5 minutes. 5 minutes. Pas bien.
Et donc, je trouve que Boko Haram, c'est un danger. Il faut vraiment savoir comment on doit s'y prendre pour... Maintenant, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se base sur l'État pour combattre les organisations djihadistes. Du moins, vu du Tchad et vu de l'Afrique. Les États ont des limites dans l'action juridique, c'est-à-dire les lois qu'ils prennent sont des lois essentiellement répressives qui n'apportent pas d'autres solutions. Ces États n'ont pas de solution politique, elles n'ont pas de solution économique, elles n'ont pas de propositions autres que sécuritaires. Donc ils nous amènent à l'impasse. Je vous rappelle qu'à l'international, au début de la lutte contre le terrorisme, c'était les Nations Unies. Les Nations Unies n'ont pas pu faire quelque chose. Ils ont passé la main aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas pu faire quelque chose. Ils ont délégué aux États maliens, tchadiens et tout ça, avec des financements, la question de la répression et de la lutte contre les organisations terroristes. Même ça, en ce qui concerne le Tchad, c'est une impasse. Vous vous souviendrez qu'il y a un an, le président Libye avait dit qu'il allait éradiquer Boko Haram. C'est faux et c'est vraiment une illusion. Aujourd'hui encore, la lutte contre Boko Haram continue d'absorber les jeunes et de l'argent de l'État tchadien. C'est pour vous dire que nous avons un certain nombre de problèmes locaux sur lesquels est venu se greffer les revendications de Boko Haram et auxquelles l'État n'a pas de solution. Problème foncier, problème de désœuvrement des jeunes, le problème de l'assèchement du lac Tchad où les pêcheurs se retrouvent sans fonction, le problème de l'élevage et de confiscation, le problème des luttes tribales, l'État n'arrive plus à arbitrer. Boko Haram intervient dans ce milieu pour instituer ces tribunaux, ces conseillers, afin de réguler les crises que l'État tchadien n'arrive pas à réguler. Nous, on voit donc que les Boko Haram se substituent à un État dont la fonction a failli au niveau de la société tchadienne. Et donc, moi je vous amène à cette réflexion. Si nous devons réellement combattre Boko Haram et toutes les organisations djihadistes, il faut que nous développions dans les différentes sociétés globales les associations de tous ordres qui peuvent suppléer à tout ce que l'État n'arrive pas à faire. Depuis des actions caritatives jusqu'aux démarches de paix, parce que quand on connaît le conseiller d'une structure, il est en mesure de lui poser des questions. C'est que le gouvernement ne fait jamais. Voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne le débat sur Boko Haram. Bien sûr, je mettrai tout cet exposé sous une forme beaucoup plus écrite, enrichie des statistiques et d'autres informations à mettre à la disposition des organisateurs de ce forum pour que ça soit porté à la connaissance de tout le monde. Je vous remercie. Merci, merci Gadi.